Tu l'as déjà branché? Ouais. D'accord, bien. Je m'appelle Nzeyimana Isaïe. Je suis rwandais, comme vous constatez ici. Ouais. Je suis né à Butare. Butare, c'est une des villes du Rwanda, qui était connue comme la deuxième ville du pays. Je suis né tout près de la frontière du Rwanda au Burundi en 1964. Bien, j'ai fait mes études primaires là, dans le coin, dans mon village. Les écoles secondaires, c'était double. Je les ai fait d'abord ici à Butare, dans un groupe scolaire. Après, je les ai terminés à Kabgayi, c'était dans un petit séminaire. Oui, j'enchaîne comme ça d'une manière directe. C'est qu'après, je voudrais être prêtre. Juste un sentiment positif envers la vie religieuse. Je me suis engagé dans une congrégation religieuse appelée le Père Palotin. Et c'est de cette façon que je suis allé au grand séminaire. Ils m'ont envoyé un grand séminaire, mais d'abord j'ai fait tout le circuit de formation religieuse, noviciat, postulat, noviciat. Après, je suis allé au grand séminaire. Le grand séminaire, c'était à Yaoundé, au Cameroun. Ah oui. C'était en 1990. Bien, là, j'ai fait 3 ans de philosophie. Et après, ça a tourné autrement. Je n'ai pas voulu continuer à la vocation de prêtrise. J'ai changé d'avis, je me suis engagé à l'université de Yaoundé. À l'époque, ça s'appelait Yaoundé 1. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Le changement, il y a le côté, je sais pas quoi, il y a le côté extérieur et le côté intérieur. Le côté extérieur, je sais pas, le côté extérieur, je voudrais en fait continuer la philosophie. En fait, je me sentais très à l'aise en philosophie et j'ai sollicité à ce que je t'aimais d'abord la philosophie, que je revienne en théorie. Parce que après la philosophie, après 3 ans de philosophie, nous devrions continuer avec la théologie. Et ils ont refusé. En hésitant, en fait, la vie religieuse s'est passée aussi une vocation très difficile. À mon avis, c'était une vocation très difficile. Je sentais un peu un excès de liberté, un excès de liberté qui ne va pas trop souvent avec le contrôle de la vie monastique. Bien, liberté, quand je dis liberté, c'est cette liberté intérieure, mais aussi extérieure. Je ne me sentais pas très à l'aise avec cette façon de contrôle jusqu'au fort interne de chacun, de quelqu'un, de moi-même. Ça coïncide avec justement ce phénomène extérieur. Et c'est de cette façon que j'ai eu le courage. C'est vraiment le courage parce que pour quitter ces endroits où il fait toujours bon vivre, économiquement, financièrement, c'est un encadrement très efficace. C'est pas très facile, c'est vraiment une rupture. Oui, j'ai osé cette rupture. Je me suis fait inscrire. Mais tu n'as pas perdu la foi? Ah, c'est très intéressant. En fait, je sais pas, je n'avais rien à faire. En fait, je n'avais aucun problème avec la foi. Avec toute la spiritualité. En fait, heureusement que toute ma naissance, ma jeunesse a été encadrée toujours par cet environnement religieux. Même la philosophie que j'ai eue, j'ai eu une bonne occasion d'étudier une philosophie beaucoup plus ouverte à la foi. Oui, j'ai gardé la foi. Pas seulement, c'est pas même la foi, mais aussi la piété. La piété envers l'Église, envers les grandes personnes de l'Église. Je ne sais pas s'il faut les appeler des personnes ou des divinités. Dieu, Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la Vierge Marie. Oui, je sens une certaine piété envers ça. Ouais. Oui, ces personnes sacrées. Et comment tu définis cette piété? C'est vraiment, c'est pas des définitions, c'est une intuition intérieure. D'accord. C'est une voix, c'est un appel, c'est un certain quiétisme intérieur. Parce qu'en fait, le monde extérieur est trop tourmenté, et de temps en temps, on a besoin de son berceau. Je ne sais pas si on peut appeler le berceau, que ce soit sur le plan intellectuel, mais aussi que ce soit sur le plan social. Chaque jour, on a toujours des enchantements, même intellectuellement, il y a des situations qu'on ne comprend pas. Et pour ne pas perdre l'équilibre même intellectuel, on se fixe à ce niveau-là, à ce niveau de la haute spiritualité.
Et le lendemain, on continue. C'est une forme aussi de stabilité intellectuelle, sociologique, et sociale et morale. D'accord. Et donc on en vient maintenant à, à l'association rwandaise de la philosophie. Ouais. Et donc comment t'es venue l'idée de créer cette association? L'idée m'est venue de quelques appels de la philosophie. Chaque année, les Nations Unies organisent, les Nations Unies ont institué une journée mondiale de philosophie et demandent à ce que chaque pays puisse s'organiser chez soi, compte tenu justement de ces problèmes, enfin des problèmes spécifiques à chaque pays. Bien, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'aime dire que les philosophes sont des races, sont des espèces en voie de disparition. Je me demandais, est-ce qu'on peut conquérir un espace public de discussion, de débat? Oui. Est-ce qu'on peut nous créer encore cet espace? Parce qu'en fait, oui, je reviens à ce monde des modèles. Ce monde des modèles ne donne plus la parole au journalisme, à la politique, à l'économique, aux armes. C'est ça. Est-ce qu'on peut encore donner la parole à la philosophie? Bien, c'est dans ce souci justement. Comment est-ce que la philosophie peut-elle continuer à habiter son monde extérieur? Et justement, avec CDG, j'ai voulu créer un cadre public où on peut penser la philosophie. Un cadre public, c'est dans ce moment que j'ai créé cette association rwandaise pour la philosophie, pour ne pas être philosophe isolé quelque part, mais plutôt un cadre public d'expression. Nous l'organisons, c'est intéressant. Chaque fois que nous organisons, nous invitons les personnes, c'est pas quoi les personnes intéressées par la philosophie, mais de créer aussi des émissions à la radio, à la télévision, c'est pas quoi. Ça nous permet justement de nous ouvrir au monde, de proposer quelque chose, c'est pas quoi, sur le monde extérieur. Et donc c'est dans ce cadre-là que tu fais le café de philosophie à Kigali tous les mois? Oui, ce café de philosophie aussi, c'est une sorte de nostalgie des humanités, de nostalgie de cette science qui à l'époque ancienne était considérée comme la mère des sciences, mais qui après un certain temps se met à l'écart, reste justement dans le monde académique. Je vois ces cafés philosophiques étant aussi de montrer que la philosophie est ouverte à son monde, que toute réflexion peut entrer dans ce débat philosophique. Là, nous posons des questions très concrètes. La question du pardon, est-ce qu'on peut avoir un regard philosophique sur le pardon? Est-ce qu'on peut avoir un regard philosophique sur l'éducation? Est-ce qu'on peut avoir un regard philosophique sur le développement, sur la politique? Donc des questions pragmatiques, mais avec un regard beaucoup plus approfondi d'outillage philosophique. Et donc sur le thème du pardon, quel a été le résultat? Quelle était la discussion? Le thème du pardon, nous sommes rendus compte que le pardon, c'est d'abord un don de soi à soi, mais c'est aussi une exigence sociale pour vivre ensemble. En fait, de compte, on se rend compte qu'on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas de choix, mais le pardon, c'est aussi une sorte de guérison de soi. Pardonner, c'est aussi guérir. Et je suis en train de trouver les grandes conclusions qui ont jailli de ces débats. Le pardon, c'est d'abord se guérir, c'est aussi un don de soi, c'est aussi une générosité offerte plutôt à l'autre. Mais c'est aussi quelque chose de très difficile. On se demandait si le pardon peut être exigé par une instance extérieure, comme l'État. Ici, on a organisé Gachacha, on a organisé des commissions de réconciliation. Est-ce que ces structures ont pour finalité d'exiger le pardon à l'autre? On se dit non, ce sont des structures qui existent à l'extérieur, mais qui peuvent quelquefois suggérer, proposer le pardon. Parce qu'en fait, le pardon, c'est un effort, mais il faut voir les crimes subis affaiblissent physiquement, spirituellement, moralement l'autre. On se demandait si une instance extérieure, comme la politique, comme le droit, pouvait intervenir pour secourir quelqu'un qui se sent peut-être faible et solliciter son pardon. Bien, en gros, c'était ça. Comme exigence individuelle, comme don personnel, mais aussi comme exigence de vivre ensemble. Est-ce que l'imposition d'un politique du pardon a réussi chez les individus? L'imposition politique, ou plutôt la suggestion. En fait, la politique n'a jamais... En fait, le pardon, ça n'a pas été décret.
Ça n'a pas été un décret, c'est juste, c'est un projet. En fait, et puis aussi, le pardon comme exemple social, c'est aussi un projet d'État. Le projet, le pardon, c'est un projet communautaire, mais aussi un projet politique. Un projet politique d'un vivre ensemble. Mais est-ce que tu crois il peut réussir? Ou est-ce que tu crois vraiment que l'individu doit faire ce don de soi d'abord, et puis après accepter le don? Enfin... Oui, je me dis que qui dit politique dit aussi pédagogie. C'est une pédagogie. Qui dit politique dit pédagogie. Qui dit pédagogie dit aussi patience. C'est question de nous situer dans les limites de génération en génération, d'identifier les motifs qui nous ont conduits dans ces situations qui obligent le pardon, et puis de génération en génération, suggérer cet état de patience, de pardon, etc. etc. En fait, ce n'est pas un décret, c'est plus une instance avec une obligation, parce qu'en fait, la finalité de la politique, c'est de faire vivre les hommes ensemble, mais tout en disant c'est une démarche pédagogique, ce n'est jamais forcé, c'est juste une sollicitude de son pardon de quelqu'un envers l'autre. De toute façon, on a toujours le droit de refuser, mais l'État insiste davantage avec qui ça fait à peu près 18 ans qu'on est encore là. Ouais. Toutes ces commissions de réconciliation existent encore. Je pense qu'ils existeront encore aussi longtemps que l'homme existe ici. Ouais. Ouais. Et dans le thème du comment vivre ensemble, est-ce que c'est une démarche qui doit être d'abord personnelle ou est-ce que c'est purement politique? Une démarche, les deux à la fois, et les deux s'interpénètrent. Le politique en fait est présent, partout présent. Mais si on pouvait peut-être faire une démarche analytique, c'est d'abord personnel, affaire personnelle. En fait, en apparence, on pense que lorsqu'on voit le coupable et la victime, on peut avoir l'impression comme quoi sont antagonistes. Extrêmement, ils sont opposés. Mais en réalité, en fait, ils ont quelque chose de commun. J'appelle ça le secret. La victime a le secret d'avoir été victime jusque-là, d'avoir subi le mal jusqu'à son degré. En fait, c'est dommage, parce que c'est dommage. Le mal subi fait en même temps honte. C'est ce que j'appelle cet état de secret. Mais du côté du coupable, c'est aussi cet état. Comment est-ce qu'il a pu oser le mal jusque-là? C'est cette conscience de cette honte. Et les deux, la victime et le coupable, au-delà de cette relation antagoniste, ont quelque chose de commun. Cette honte, l'un pour avoir subi le mal, l'autre pour avoir osé le mal. Et justement, cette honte qui est au milieu d'eux, c'est ce lien qu'il faut exploiter pour la médiation. Sous l'aspect aussi trop négatif, c'est que le coupable est toujours guetté par l'instinct d'extermination. En fait, le visage de l'autre me fait honte. Le visage du coupable me fait toujours honte. Me rappellera sans cesse ma criminalité. Et me renvoie sans cesse à tout ce qu'on appelle négationnisme. Mais de l'autre côté du coupable, le visage du coupable rappelle toujours constamment au coupable, à la victime, la honte d'avoir subi le mal jusque-là. Bien, les deux sont guettés de deux côtés, négativement. Le coupable est guetté par l'instinct d'extermination, de négationnisme, et le coupable est guetté par justement cette volonté aveugle de vengeance. Mais les deux extrêmes, les deux bouts permettent un champ de rencontre. Et le pardon se joue d'abord là. Bien, si je reviens peut-être à l'expérience que nous avons vécue ici au Rwanda, nous avons aussi connu quelques instances. Les religions, oui, aidant, parce qu'en fait, la religion se situe aussi au milieu, la religion se situe aussi au milieu entre le coupable et la victime. Les arts, la danse et la musique se situent aussi entre là. Avec la religion et les arts sont des langages universels de dire l'indicible. Et ce sont en fait des lieux de rencontre. Bien, mais provisoire tout de même, parce que la politique a dû intervenir positivement pour gérer des questions très très concrètes, telles les questions du pardon, telles les questions de la justice sur les bases de la vérité. Oui, ce sont des interventions politiques qui viennent toujours en appui de ces dialectiques individuelles. Donc, je conclue en disant que justement les deux instances
s'interpénètrent. Le religieux, l'artistique et le politique. Le religieux, l'esthétique et le politique et l'individuel, c'est une combinaison qui, si elle est bien gérée, produit un espace beaucoup plus favorable à un climat de réconciliation. De vivre ensemble, s'il faut garder le terme de vivre ensemble. Très bien. Merci beaucoup.